great to have you and have all our executives in this webinar. Thank you for coming. My name is Barasu Jawara. I'm a senior knowledge management expert at the African Capacity Building Foundation, ACBF. This is really a joint webinar we are organizing with the UN OSA, the United Nations Office of the Special Advisor on Africa. So this is really a great teamwork that again demonstrates the exemplary partnership the two institutions are having in collaboration with a set of think tanks, researchers, practitioners here present. So today we are talking about the AFCFTA. There's a lot being said about the AFCFTA, a lot of data. 54 countries, billions in terms of opportunities, different actors. Key to those actors are actually the private sector. So today, we really want to go into the detail on what really are the opportunity present or being offered by the AFCFTA. So to help actually go into the details of such a topic, we have a very exciting program that we are starting with an opening kind of ceremony. For that, without wasting much time, let me invite Her Excellency Ambassador Fatima Kiari Mohammed, who is the permanent observer of the African Union to the United Nations, to give us opening remarks. Your Excellency, you have the floor, and welcome. Thank you. Thank you so much. It's a pleasure for me to join you this morning. And I would like to start by sincerely thanking the Office of UNOSA, Special Advisor on Africa, my dear sister, USG Cristina Duarte, the African Continental Free Trade Area Secretariat, and of course, ACBF for organizing this webinar on such an important theme, and of course, the African Union theme of the year. Ladies and gentlemen, as you're aware, the AFCFTA is not only Africa's largest trade protocol in the world. It also represents the true identity of Africa, a region of possibilities and enormous potential. And it is also the path, as we say, of the Africa we want and the Africa that the world needs. So CFTA is an opportunity of our lifetime, but it cannot be delivered without us acting with determination and a sense of urgency. And there is clearly a lot of work to be done, but I believe it is a reality that we can achieve. And in looking at today's main objective of the webinar, to provide a platform of exchange of views on ways and means to fully harness the potentials of the CFTA and to support inclusive socioeconomic development on the continent through enhancing economic participation of women and youth. It is truly an opportunity, and I would like to share with you some thoughts on some of these priorities. First of all, in terms of our continent and our population, we have the largest youth demographic, which represents a strong workforce. Our steady population growth means we have a vibrant consumer market. And the CFTA is a game changer for Africa that can boost intra-African trade, leading to growth of our economies and the creation of new job opportunities for our young people. It'll also enhance our productive capacity to compete in the global market, providing us with access to larger markets and reducing our dependence on foreign aid. Secondly, it's an opportunity for investment particularly in infrastructure, both hard and soft infrastructure. And when we talk about infrastructure,
It's not only the roads, as I said, hard infrastructure, but cross-border payment platforms, for example, enhancing our telecommunication networks, our internet access, basically physical and digital infrastructure, which is a backbone for continental trade. And infrastructure should be our top priority in terms of looking at development and development financing. Thirdly, in terms of strengthening cooperation and enforcing some of our existing interregional cooperation protocols. I was looking at some statistics, and I know there are a lot of experts in the room today, but if we're talking about less than 20% of experts within Africa and an average of 80% with the rest of the world, clearly there is something wrong. So we need to look at how to increase efficiency, and our national and sub-regional trade policies must be aligned with the CFTA to ensure that we're promoting inter-African trade. And this will, of course, boost local industries, create jobs, and reduce import costs. Now, to meet the needs of the continent's consumer goods and service sectors, we must also equip our youth workforce with the relevant knowledge and skills. So we must invest, obviously, in education, but also skills-oriented training and the kind of skills we need to develop and grow. And CFTA's successful implementation could result in the creation of over 14 million jobs across the continent if we focus on ensuring that our youth have the skills that are needed. Another point I'd like to make is in terms of manufacturing and e-commerce, which will be key for many of our industries and also provide many opportunities. Digital technologies have permeated our daily life. Les technologies numériques ont facilité nos vies quotidiennes et sont en train de changer la nature de notre travail. Et la main-d'œuvre africaine, surtout les jeunes et les femmes, devrait être bien préparée à saisir l'occasion offerte par ces technologies et donc l'occasion ou le temps d'y investir, c'est maintenant. Women entrepreneurs face numerous challenges, particularly in the informal sector, particularly where cross-border trade is concerned. And in short, the success of the CFTA is dependent on the well-being of both our women and our young entrepreneurs. So our meeting today, I really look forward to listening in. Les femmes entrepreneurs sont confrontées à plusieurs défis, surtout celles qui sont dans le secteur informel. Et différents experts vont nous dire comment on pourrait catalyser l'impact socio-économique nécessaire, promouvoir les flux commerciaux et améliorer l'accès au financement, au marché et aux technologies, surtout pour les femmes et les jeunes. Très souvent, on a vu dans différents discours que l'Afrique est synonyme avec la pauvreté. The reality is we can only change this image by projecting what is positive and being achieved on the continent. Constante et il faut se focaliser sur ce qui est en train d'être réalisé sur le continent et se focaliser moins sur le statu quo négatif. Donc la ZLECAf nous offre une très bonne occasion, c'est un outil de transformer notre potentialité en prospérité socio-économique. Donc, je vais conclure avec ces quelques points. Je remercie tous les organisateurs et je vous souhaite des délibérations fructueuses. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, excellent ambassadeur Mohamed, de ces propos de bienvenue très pertinentes. Vous avez dit que la ZLECAf, c'est en effet
l'occasion la plus importante de notre ère. Vous avez même dit que l'heure est venue de changer notre Mamadou Biteye, who is the executive secretary of ACBF, my executive secretary. So yes, you have the floor. Welcome, sir. Thank you very much, Barasu. La parole. À Monsieur le directeur de la CBF. Merci beaucoup. Excellence, Madame Christina Duarte, ambassadeur, Mohamed, observatrice permanente de l'Union africaine aux Nations Unies. Ladies and gentlemen, in your respective capacities. Coordinateur, c'est vraiment un plaisir, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire conjoint de l'ESA et de la CBF pour 2020. J'aimerais saisir cette occasion pour célébrer le partenariat entre la CBF et ODOSA et aussi les groupes de réflexion avec lesquels nous travaillons. Les jalons et les réalisations de l'année dernière, notamment, ont abouti à la conférence sur le thème qui portait sur la fragilité. La CBF et son réseau de groupes de réflexion a réuni, a organisé cette réunion et il y a eu une autre série de webinaires en 2022. Donc le webinaire d'aujourd'hui et ces webinaires peuvent être but very importantly through this series of webinars, but also through other forums to amplify the African voice in the global arena. That's our ambition. Today, the theme, which is about really maximizing opportunities offered by the AfCFTA, I join Barasu in really commending the very important and powerful remarks by Her Excellency. But I wanted really to say that the importance of the webinar and the theme are an opportunity. Et ce webinaire et son thème sont une grande opportunité pour nous de partager les leçons que nous avons tirées ainsi que d'apprendre davantage sur les opportunités que nous offre la ZLECAf. And it should also boost intra-African exports by $56.6 billion and create opportunities for African businesses to integrate into regional and global value chains. It should raise income in the continent by 7% by 2035 and lift 40 million people out of extreme poverty. It is also foreseen, if implemented, the increase of FDI between 111% and 159% by 2035. We should see the rise of wages by 11.2% for women and 9.8% for men by the same horizon, 2035. So all of this shows how this theme is important. But the theme for this webinar spoke directly also to ACBF Strategic Plan 2023-2027. Alors, tout ceci montre This strategic plan has 4 issue areas. And one is around trade,
as an engine of economic growth and development in Africa, whereby Ce plan stratégique a 4 domaines ou 4 axes. Et il y a le commerce. Par l'intermédiaire de l'intégration dans les lois et règlements nationaux, car souvent, les accords commerciaux sont signés et même ratifiés par les parlements des pays, des accords signés par les présidents, cela devient des lois, mais on ne passe pas à l'étape suivante, la plus importante, c'est réformer le droit national et changer aussi les règles du jeu pour les organismes des services publics qui doivent mettre en œuvre les nouvelles dispositions. Donc, nous allons voir comment sensibiliser davantage les principaux acteurs, par exemple les micro-entreprises, les PME, qui représentent la majorité du secteur privé dans nos pays, et aussi pour renforcer leur capacité d'exploiter les possibilités qui se présentent, qui sont offertes par les accords commerciaux. Les pays ont investi dans le développement des institutions et du capital humain. De nombreux pays ont fait des investissements et ils seront mieux en mesure de tirer parti des possibilités offertes par la zone de libre-échange et pour que les avantages se matérialisent pour les économies et les populations. C'est pour cela qu'on a besoin d'institutions solides pour renforcer les cadres institutionnels comme les procédures douanières, les droits de propriété intellectuelle, les politiques concernant la concurrence et les mécanismes de règlement des différends. Ainsi, les règles de la zone de libre-échange seront respectées par tous les États membres. Deuxièmement, on a besoin de formation professionnelle et formation technique. C'est essentiel pour développer la main-d'œuvre avec les compétences et aptitudes nécessaires pour travailler dans des secteurs comme le secteur manufacturier, la construction, les travaux publics, l'agriculture. Ainsi, les citoyens auront les compétences nécessaires pour tirer parti des possibilités créées par le marché unique. Il faut former les uns et les autres à l'entrepreneuriat. C'est très important pour développer une culture d'innovation et d'esprit d'entreprise. Ça peut être le moteur de la croissance économique et de la création d'emplois. Cela donne aux entrepreneurs les connaissances et compétences voulues pour avoir des entreprises couronnées de succès. La bonne compréhension du numérique est essentielle pour participer à l'économie numérique. C'est un aspect important de la zone de libre-échange. Soit dit en passant, une étude publiée par le Forum économique mondial l'année dernière, ou plutôt en 2021, a signalé que 70% de la richesse sera créée au cours des 10 prochaines années grâce à des plateformes numériques. Et donc la part de l'Afrique devrait être garantie grâce aux outils numériques. Pour conclure, j'aimerais dire que la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique souhaite continuer de travailler avec le bureau de la conseillère pour l'Afrique et nous souhaitons appuyer le secrétariat de la zone de libre-échange pour la rendre opérationnelle, mais pas seulement le secrétariat, c'est aussi tous les États membres qu'il faut soutenir. Il y a un rôle particulier. Je voudrais mentionner le rôle particulier joué par Cristina Duarte et son équipe qui travaille avec la Fondation pour avoir un partenariat constant et renforcé. J'attends avec intérêt le renforcement de la collaboration entre le bureau de la conseillère spéciale et la Fondation pour qu'ensemble, avec nos partenaires, nous puissions soutenir les pays et les acteurs clés afin de tirer parti des possibilités offertes par la zone de libre-échange. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je me félicite de cette intervention. Vous avez beaucoup mis l'accent sur le rôle des partenariats. Cela rejoint un proverbe africain qui dit que si on veut aller loin, il faut voyager en groupe. Et donc, je vous remercie beaucoup. Vous avez mis l'accent
sur le fait que les investissements dans le capital humain et dans les institutions, ces pays-là pourront mieux tirer parti de la zone de libre-échange. Ce sont de bonnes orientations. Il faut investir dans le capital humain et dans les institutions, dans les capacités institutionnelles. Je vous remercie de ces remarques liminaires. J'aimerais maintenant passer à la partie suivante du webinaire. Je vais donner la parole à la secrétaire générale adjointe, Cristina Duarte, secrétaire générale adjointe et conseillère spéciale pour l'Afrique, qui va établir le contexte avant de passer aux interventions suivantes. Madame la secrétaire générale adjointe, vous avez la parole. Bonjour Barasso, mon cher frère Mamadou, vous êtes en train de mettre en place un partenariat remarquable. Ensemble, nous allons pouvoir mieux faire entendre les voix de l'Afrique à New York, mais aussi au sein du système des Nations Unies. Excellences, chers collègues, tout protocole étant respecté, d'entrée de jeu, je tiens à remercier la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, l'Institut de politique Nkafu et l'Institut sud-africain des affaires internationales. Je les remercie de collaborer avec nous pour organiser le webinaire d'aujourd'hui. Je tiens à remercier ma sœur, l'ambassadeur Fatima, qui nous a rejoints au cours de ce webinaire. Cela représente un grand pas en avant dans notre stratégie commune pour que les voix africaines puissent mieux se faire entendre à New York. Comme tout le monde l'a dit, le webinaire d'aujourd'hui vient à point nommé vu les progrès réalisés par les pays africains pour rendre opérationnelle la zone de libre-échange continentale africaine. Le thème de ce webinaire est harmonisé avec la décision prise par l'Union africaine qui a proclamé l'année 2023, année de la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange. À cet égard, je me félicite que le webinaire soit une plateforme permettant à des représentants de toutes les parties prenantes, les États membres, les organisations internationales et régionales, les sociétés civiles, les cellules de réflexion et le secteur privé. Tous ces intervenants pourront discuter et échanger des vues sur les façons de promouvoir l'immense potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine, car notre défi, le défi à relever, c'est de transformer le potentiel en réalité, libérer le potentiel pour qu'il se matérialise. C'est notre principal défi. La réunion d'aujourd'hui fait partie du rôle du bureau de la conseillère spéciale en tant que centre d'échange de connaissances. C'est un rôle qui repose sur les 4 piliers qui sont des points d'ancrage du travail du bureau de la conseillère spéciale, à savoir, premièrement, réflexion stratégique et prospective, deuxièmement, planification stratégique, troisièmement, gestion solide des données et quatrièmement, communication ciblée et qui obtient des résultats considérables. En outre, en fournissant une plateforme au niveau mondial pour les institutions africaines et les cellules de réflexion pour que se fasse mieux entendre les voix et les perspectives de l'Afrique sur les questions de développement. La réunion d'aujourd'hui, en fin de compte, contribue à la réalisation de notre objectif partagé qui est de créer un nouveau discours au sujet de l'Afrique, un nouveau discours surtout qui émane de l'Afrique. Excellences, mesdames et messieurs, la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine, comme chacun l'a déjà dit, aura des répercussions transformatrices pour les secteurs économiques et sociaux en Afrique et cela va contribuer à renforcer la résilience des économies africaines par rapport aux chocs externes. Ce dont nous parlons, eh bien, nous parlons de la création d'un marché unique de 1,3 milliard de personnes et un PIB de 3,4 billions de dollars. Et donc, la zone de libre-échange continentale représente des possibilités immenses pour promouvoir des économies d'échelle et des chaînes de valeur régionales, ce qui permet de
changer la donne et ainsi l'Afrique peut participer aux chaînes de valeur mondiales. Cela va permettre de créer un environnement propice, l'environnement approprié pour l'industrialisation. Nous devons créer 18 000 emplois par an. Et nous n'avons pas pu le faire jusqu'à présent. Le marché unique va remplacer 50, 60 marchés plus petits et le marché unique va éliminer de nombreux obstacles. Et je voudrais souligner quelque chose qu'a répété le secrétariat de la zone de libre-échange. L'élimination des obstacles, les obstacles tarifaires et les obstacles non tarifaires. Dans certaines situations, les obstacles non tarifaires sont beaucoup plus importants que les obstacles tarifaires. Parfois, il y a des obstacles invisibles. Nous devons éliminer tous ces obstacles. Nous devons repérer, recenser ces obstacles, car une fois qu'on aura éliminé ces obstacles, le potentiel est immense. La zone de libre-échange continentale africaine, une fois opérationnelle, va produire 450 milliards de dollars, une somme allant de 450 milliards à 571 milliards de dollars pour ce qui est de la valeur produite. C'est remarquable, c'est formidable, c'est prodigieux. Dans quelques années, on pourra voir ces chiffres et actuellement, l'Afrique a eu des problèmes de financement du développement jusqu'à présent. Mais quand je vois ces chiffres, pour moi, il est clair que nous devons produire une accélération. Le thème de cette année est d'une grande actualité. Nous devons accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange pour déverrouiller le potentiel qu'a l'Afrique de produire des revenus. En fin de compte, le financement a besoin de liquidités prévisibles. Les 50 millions de personnes qui vivent en situation de pauvreté extrême. Toutefois, pour réaliser l'impact socio-économique transformationnel envisagé dans la ZLECAf, pour que cet outil puisse réaliser cela, il est impératif d'élargir les possibilités de participation économique des femmes et des jeunes. Et il ne faut pas tout simplement le faire théoriquement. Si les femmes et les jeunes ne sont pas au centre des politiques les plus importantes liées à la construction de la ZLECAf, nous risquons de ne pas réaliser l'ambition voulue. En d'autres termes, la ZLECAf ne peut pas être réalisée sans les inclure. Non seulement parce que c'est moralement correct, non seulement parce que du point de vue des droits humains, c'est la chose la plus correcte à faire, mais si on ne tient pas en considération leur inclusion dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, leur potentiel macroéconomique ne sera pas inclus. Donc, si on n'a pas une volonté politique forte, cela sera un problème. J'aimerais insister sur cela pour mettre en œuvre la ZLECAf et gérer les 600 milliards de dollars en valeur supplémentaire. La distribution des revenus n'est pas une option. Et nous savons très bien que les entreprises qui appartiennent aux femmes ont été très affectées par la COVID-19. Il y a beaucoup de filles qui ont été déstabilisées et je pourrais en dire davantage et citer plusieurs autres exemples qui montrent qu'on doit faire appel à une distribution, une répartition des recettes équitables lors de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Donc, il faut avoir des politiques ciblées, comme l'a mentionné mon frère Mamadou, des investissements ciblés dans le développement des capacités humaines est très important pour la réalisation de la dividende démographique.
Jusque-là, on a des collègues qui ont examiné STEM, la science, technologie, mathématiques et, en Afrique, ceci joue un rôle très important. Mais aussi les droits de propriété, c'est un élément important dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Donc, comme je le disais, il faut avoir des politiques ciblées qui permettent d'avoir plus d'investissement dans le capital humain. Ceci est crucial pour la mise à contribution de la dividende démographique. Mais aussi, il faut maximiser la mobilisation des ressources pour qu'on ait l'espace politique qui permettra la ZLECAf de faire de sorte que l'Afrique réalise ses priorités. Parce que quand l'Afrique est devenue, lorsque l'Afrique deviendra un marché unique, à hauteur de plusieurs milliards de dollars, ce sera très bien pour nous, mais aussi ça sera très bien pour les tiers. Donc il faut savoir que en créant ce marché unique, nous devons mettre au devant les priorités et les intérêts de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle que c'est important d'aborder la mobilisation intérieure des ressources et deuxièmement, il faut qu'on puisse élargir l'espace en matière de politique pour les décideurs africains. Et l'expansion de cet espace est cruciale pour qu'il y ait plus d'appropriation vis-à-vis des flux économiques. Donc, il faut veiller à ce qu'il y ait une repartition des ressources plus importantes et par rapport à ça, il faut avoir des politiques qui sont ciblées vers les femmes et les jeunes, mais aussi s'assurer de la répartition des ressources en faveur des PME. Les PME sont très importantes dans les économies africaines. Et on le dit toujours au cours de ces webinaires. Il faudrait que les PME soient placées dans une position centrale quand on structure les chaînes de valeur régionales. Pas sur les côtés, mais en plein milieu de l'autoroute. Parce que l'élasticité des PME est un très bon indicateur du niveau de résilience dans certains tissus économiques. Excellences, mesdames et messieurs, la décision de l'Assemblée de l'UA lors de sa 35e session ordinaire d'inclure le protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce et dans le champ d'application de l'accord de la ZLECAf est essentielle pour faciliter la participation des femmes et des jeunes notamment de ces groupes importants de notre société. Je suis convaincu que notre discussion d'aujourd'hui contribuera à générer des idées novatrices et des recommandations politiques concrètes qui peuvent aider à maximiser l'impact de la ZLECAf sur la promotion d'une croissance inclusive et d'un développement durable sur le continent. Permettez-moi sur ce de souligner une campagne et je suis très heureuse que ma chère Fatma l'a mentionné dans son intervention. L'année dernière, l'OSA a lancé 3 campagnes et j'aimerais saisir cette occasion, l'occasion de ce webinaire, pour demander à mes chers collègues, mes chers frères et sœurs, à l'occasion de ce webinaire, de rejoindre OSA dans ces campagnes. La première campagne, c'est un stylo pour un fusil. Cette campagne vise à accroître la stabilité en Afrique, à promouvoir la paix et la sécurité en Afrique. Et dans la campagne un stylo en contrepartie d'un fusil, nous encourageons les programmes de nutrition scolaire et l'idée est d'aider les pays africains et les États africains à être plus présents dans les zones isolées pour qu'ils puissent regagner la légitimité qu'ils ont perdu, laissant par ce un terrain fertile pour les acteurs non étatiques. La deuxième
campagne, c'est ACCAC, pour aborder le fait que l'Afrique est un continent sombre. Après toutes ces années, nous sommes toujours un continent sombre, même si nous avons toutes les sources d'énergie. Nous avons également lancé donc cette campagne assez où ça suffit. Donc, nous ne voulons pas passer ces 60 prochaines années dans les ténèbres. La prochaine campagne, c'est celle que ma sœur a mentionnée, l'Afrique que nous voulons. Et lorsque nos partenaires nous aident à réaliser nos priorités, nos objectifs, et ce n'est pas qu'ils nous font une faveur. Nous sommes en train de bâtir l'Afrique dont nous avons besoin. Nous sommes en train de bâtir une Afrique dont le monde a besoin. C'est une Afrique différente. Merci beaucoup. Je vous remercie tous. Barassou, vous avez la parole. Je vous passe le micro. Merci beaucoup, Madame la secrétaire générale adjointe. Nous sommes tous en train d'applaudir parce que nous avons bien entendu la passion avec laquelle vous avez parlé et on a pu voir l'importance que vous accordez à ces questions-là. Nous avons pris bonne note de ce que vous avez dit, mais ce qui est important, c'est le fait d'avoir la volonté politique, d'avoir des politiques ciblées, maximiser la mobilisation des ressources intérieures. Vous avez également mis en exergue l'importance des jeunes et des femmes, mais aussi des PME. Et alors, au cours de notre prochaine table ronde, nous avons des représentants de ces groupes. Ils vont nous faire part de leurs défis, mais aussi vont nous dire ce qu'ils veulent voir en termes d'appui. Merci beaucoup et je rejoins votre appel aux uns aux autres de rejoindre les 3 campagnes que vous avez mentionnées et nous allons appuyer ces campagnes et nous allons amplifier comme vous nous l'avez conseillé. Merci beaucoup, Madame la secrétaire générale adjointe. Donc, jusque-là, nous avons parlé de la ZLECAF. Maintenant, nous voulons entendre parler de la ZLECAF de la part d'un représentant du secrétariat. Gilberto travaille avec le secrétariat général de la ZLECAF. Gilberto, est-ce que vous êtes connecté? Très bien. Gilberto, vous avez la parole. Je vous remercie. En votre titre et honneur, je tiens à remercier les organisateurs. Je vais me focaliser sur l'état des lieux en ce qui concerne la mise en œuvre de la ZLECAF. Et je ferai cela en commençant par 2 points. Je vais commencer avec 2 points qui concernent le potentiel du marché africain. C'est un grand marché, non seulement en termes des consommateurs potentiels, 1,3 milliard de personnes, mais aussi en termes de superficie. Si on compare cela aux États-Unis, l'Afrique est 3 fois plus grande. Si on compare à la Chine, on a une superficie 2 fois plus grande et l'Afrique est 10 fois plus vaste que l'Inde. Toutefois, ce marché est fragmenté. Nous avons plus de 100 frontières uniques. Et lorsque les opérateurs économiques traversent chaque frontière, ils sont confrontés à différentes pratiques et réglementations. Nous avons dans presque la moitié du continent qui ont deux pays sur le continent qui ont moins de 10 millions de personnes en termes de population, et ça c'est un défi pour certains investissements qui ont besoin d'économies d'échelle. Et aussi les coûts de transport sont élevés et on a des difficultés qui sont liées aux exportations et aux importations. Le deuxième point concerne
nos exportations ou le commerce. Le premier élément est que notre participation au commerce mondial est très faible, moins de 3%. Et aussi, nous échangeons plus avec le reste du monde qu'entre nous-mêmes. Le commerce intra-africain se tient à moins de 20%. Mais ce qui est important, c'est que même si nous échangeons moins entre nous-mêmes, les produits que nous échangeons sont moins transformés ou semi-transformés, tandis que nous échangeons beaucoup plus de produits bruts avec le reste du monde. Cela veut dire que la ZLK va faciliter la diversification de nos économies et va aider à construire des économies plus résilientes. C'est pour cela que le continent a décidé de créer un marché unique. C'est la plus grande zone de libre-échange depuis la création de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, en termes du nombre de participants, mais aussi en termes de superficie. La cible principale, c'est l'élimination des tarifs. Comme Madame la secrétaire générale adjointe, il s'agit également de l'élimination des barrières non tarifaires. En ce qui concerne le commerce des services, nous voulons ouvrir le marché pour que les prestataires de services en Afrique puissent y avoir accès. Nous allons travailler sur le renforcement de la coopération, mais aussi nous allons viser à avoir un cadre harmonisé en ce qui concerne les investissements, la propriété intellectuelle et la concurrence. Nous avons une réunion en Angola sur l'organisme de règlement des différends. C'est une institution dont nous disposons. Les États membres ont décidé que cet organisme s'occuperait des différends qui pourraient apparaître au moment de mettre en œuvre l'accord portant création de la zone de libre-échange. Et bien sûr, nous avons le secrétariat de la zone de libre-échange. Le secrétariat qui sera un élément important de la mise en œuvre, notamment pour gérer et administrer la zone de libre-échange. Vous savez qu'il y a eu une signature de l'accord en 2019. Il y a eu entrée en vigueur avec le démarrage effectif des échanges en janvier 2021. Voici l'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est créer un marché unique pour les biens et les services et aussi apporter des contributions cruciales pour la circulation des capitaux et des personnes physiques, de même que faciliter les investissements intra-africains. Il y a un autre élément très important pour nous, c'est le développement industriel. Tout cela pour nous permettre d'avoir un développement socio-économique durable et solide et pour améliorer la compétitivité des économies africaines. Vous le savez peut-être, la zone de libre-échange continentale africaine est à une étape où il y aura création d'une union douanière continentale. Et dernier élément, mais non le moindre, il s'agit de résoudre les problèmes des chevauchements des différents groupes qui ont différents membres. S'agissant de la situation actuelle, vous avez tous les États membres de l'Union africaine qui ont signé l'accord portant création de la zone. La seule exception, c'est l'État de l'Érythrée. Pour ce qui est des mesures contraignantes, s'agissant du nombre de pays signataires, nous avons maintenant 47 pays africains qui ont ratifié l'accord. Les 3 derniers pays qui ont ratifié l'accord, c'est les Comores, le Botswana et le Mozambique. Et donc, nous préconisons que l'accord soit ratifié, soit signé puis ratifié par tous les pays africains. C'est l'objectif. Pour ce qui est de la situation actuelle, s'agissant du commerce des biens,
Nous avons pris un engagement. Les pays doivent informer les autres pays des biens qui vont être libéralisés pour les biens qui viennent d'autres pays africains. L'objectif, c'est que la plupart des biens dont on fait commerce, il faut les libéraliser. 46 pays africains ont déjà présenté leurs offres. Dans la plupart des cas, ces pays font partie des 4 unions douanières, CEMAC, Communauté de l'Afrique de l'Est, et CEDEAO, et SACU, bien sûr. Union douanière de l'Afrique australe. Il y a un autre processus important. Le secrétariat doit veiller à ce que tous les droits de douane soient harmonisés et soient conformes aux modalités convenues. Et nous avons fait cela pour 36 offres de droits pour les mesures tarifaires. Lorsqu'on fait commerce de biens, il faut veiller à ce que les biens qui vont du point A au point B soient fabriqués en Afrique. Ce ne sera pas seulement les biens qui sont exportés ou les biens qui sont transformés, mais ce seront des biens fabriqués en Afrique, des biens qui ont un impact s'agissant de la création d'emplois. Les États membres en sont convenus. Nous avons des conditions harmonisées pour recenser ces produits. Ces produits doivent être véritablement africains. 88,3% des lignes tarifaires ont été approuvées s'agissant des règles d'origine. Nous avons donc obtenu des résultats remarquables dans ce domaine. Et je voudrais encore intervenir pendant quelques minutes, s'il vous plaît. Donc voilà pour ce qui est du commerce des biens. Lorsqu'il s'agit du commerce des services, nous attendons que les États membres présentent des offres. Des secteurs ont été recensés qui seront ouverts aux prestataires de services africains et les pays doivent nous indiquer quels sont les secteurs qui seront ouverts pour les prestataires de services africains. Cela est fait pour 46 pays africains. Pour l'instant, les négociations concernent 5 priorités, 5 secteurs prioritaires, communication, services financiers, services pour les entreprises, tourisme et transport. Voici la situation actuelle pour les négociations de la phase 2. Certaines négociations ont été achevées. Pour d'autres négociations, elles se poursuivent. Nous avons achevé les négociations pour ce qui est de la concurrence. Le but, c'est de créer un régime de concurrence intégré et unifié pour le continent africain et veiller à ce que les avantages de la libéralisation commerciale grâce à la zone de libre-échange ne soient pas minés par des pratiques anticoncurrentielles. Nous avons également conclu les négociations sur les droits de propriété intellectuelle pour avoir une harmonisation, pour avoir des règles harmonisées. Et autre élément très important, il faut appuyer les besoins de santé publique pour que lorsqu'il y a une pandémie, on puisse respecter les droits de propriété intellectuelle, mais ce respect ne doit pas saper les aspects très importants qui relèvent de la santé publique. Je dois ajouter que les chefs d'État ont adopté de nombreux protocoles. Le mois dernier, nous avons également conclu le protocole sur les investissements pour renforcer les investissements intra-africains. Nous négocions actuellement, les États membres sont en train de négocier d'autres protocoles qui sont très importants. Un protocole sur les femmes et les jeunes dans le secteur commercial pour les échanges. L'Afrique est le continent le plus jeune. C'est celui qui a le plus de jeunes et les femmes, d'un autre côté, constituent les commerçants les plus importants lorsqu'il s'agit du commerce transfrontalier. Nous avons aussi nous avons commencé à négocier le protocole sur le commerce numérique.
Et nous avons des dates limites pour ces deux négociations. Ce sera juin de cette année. Nous avons déjà approuvé un mandat, adopté un mandat pour un comité, pour les directives. Et aussi, nous avons une feuille de route qui a été adoptée. La première partie concernait le cadre juridique. Et nous savons qu'il ne suffit pas de veiller à ce que la zone de libre-échange soit couronnée de succès, mais il faut aussi veiller à ce que la zone de libre-échange continentale africaine soit inclusive, favorise l'inclusivité. Nous avons lancé le fonds, le fonds pour l'ajustement. Grâce à la libéralisation, il se peut que des défis soient lancés sur le plan des revenus et recettes. Et donc, nous avons créé ce fonds pour soutenir les pays, pour soutenir certains domaines qui sont touchés par la libéralisation. Il peut y avoir des difficultés causées par la libéralisation. Autre élément très important, c'est le système panafricain pour les paiements et les règlements. Ce système, vous le savez peut-être, nous avons 42 devises, 42 monnaies en Afrique, et pour un opérateur économique, lorsqu'on fait du commerce dans un pays voisin, par exemple le Ghana et le Togo, on doit faire une conversion en euros ou en dollars. La banque au Ghana va faire un transfert en faveur de la banque au Togo, et ensuite, les euros et les dollars seront convertis en francs CFA. Et dans la plupart des cas, il se peut qu'on utilise une banque correspondante qui ne se trouve pas en Afrique. On utilise par exemple le système SWIFT. Tout cela représente 5 milliards de dollars des États-Unis comme coût pour l'Afrique. En utilisant cette plateforme-ci, toutes les devises et monnaies africaines seront convertibles et ces 5 milliards de dollars peuvent être investis dans des domaines très importants. Pour ce qui est de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont émis une directive pour qu'il y ait un travail avec les banques centrales et les États membres afin d'utiliser ce système de paiement et de règlement à l'échelle continentale. Autre élément très important, nous souhaitons que le secteur privé ait la possibilité de faire commerce des produits et nous organisons la foire commerciale intra-africaine tous les 2 ans. La dernière fois, c'était à Durban et cette fois-ci, ce sera en Côte d'Ivoire au mois de novembre. Voici quelques exemples de notre action pour créer un partenariat mondial et pour mobiliser des ressources. Nous avons une banque pour les capitaux. Nous avons un partenariat avec la Banque pour les capitaux. Nous avons un fonds de 6 milliards de dollars pour des secteurs tels que l'alimentation et l'agriculture, le commerce, l'investissement. Nous avons aussi un partenariat avec Afreximbank et le Programme alimentaire mondial, 2 milliards de dollars. Nous souhaitons que ce soit utilisé d'ici à 2025. Ce sera utilisé pour le développement de l'agriculture, pour ce qui est des petits exploitants et aussi la facilitation des initiatives commerciales en matière agricole. Il y a des questions très importantes qui ont été posées par le secteur privé. Où en sommes-nous pour ce qui est du commerce? Est-ce qu'on peut commencer maintenant les activités commerciales? Nous avons décidé de lancer une initiative pour le commerce guidé et orienté. Il s'agit de recenser les pays qui sont prêts. Nous souhaitons travailler avec ces pays pour promouvoir les exportations, pour travailler avec les organismes de promotion des exportations, pour recenser les petites et moyennes entreprises qui sont prêtes à exporter. Et nous souhaitons travailler avec différents pays pour recenser les petites et moyennes entreprises qui souhaitent donc exporter leurs biens ou services. Et nous assurons le suivi de cette initiative. Les produits qui feront l'objet d'un commerce, les produits échangés auront droit à un traitement préférentiel. Ça va du Kenya au Ghana, par exemple, du café qui va du Ghana, qui va du Rwanda au Ghana, et des dalles de céramique qui vont au Cameroun. Et pour conclure,
Nous souhaitons qu'il y ait des remontées d'informations émanant du secteur privé pour faire le point de la situation actuelle, s'agissant du cadre institutionnel et où on en est, pour voir si on est prêt à utiliser la zone de libre-échange continentale africaine pour favoriser le commerce. Voici quelques-uns des avantages qui ont déjà été mentionnés par d'autres orateurs et je vous remercie de m'avoir permis de vous présenter une mise à jour concernant la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Eh bien, c'est remarquable. Merci beaucoup, Gilberto. Je vous remercie de cet exposé bref et concis. Il y a des parties prenantes qui participent au webinaire d'aujourd'hui et vous avez parlé de différents protocoles, notamment sur les femmes et les jeunes. Ces éléments importants sont pris en compte. Il y a aussi le commerce numérique que vous avez mentionné et aussi la compétitivité et puis les droits de propriété intellectuelle, un domaine où les pays africains ont essuyé des échecs. Ils n'ont pas réussi à agir dans ce domaine. Je vous remercie beaucoup de votre exposé, Gilberto. Si vous me le permettez, j'aimerais maintenant passer à la table ronde. Il nous reste 30 minutes, je crois. Nous avons donc une table ronde. Lorsqu'on aura entendu les interventions, on pourra entendre des questions et des contributions très brièvement de la part des différents participants. Pour la table ronde, nous avons des experts remarquables, des praticiens, en commençant par le professeur Robert Nanchuang, qui est directeur à l'Institut Nkafu de politique générale, qui se trouve au Cameroun, qui est aussi membre du réseau qui relève du bureau de la secrétaire générale adjointe. Nous avons Joseph Matolam, qui est économiste associé avec le programme de l'Institut d'Afrique du Sud. Nous avons Madame Chérine El Saïd, qui est conseillère à la mission permanente de l'Égypte auprès de l'ONU et coordonnatrice du groupe d'experts africains de la deuxième commission. Nous avons aussi Madame Madvek Moutou, qui est fondatrice et présidente directeur général de TIA B Products Limited. Nous avons également Madame Amandla Wadzingaire, qui est coordonnatrice du genre pour les jeunes champions du Zimbabwe en faveur de l'agenda 2063. Vous en conviendrez avec moi, c'est un groupe très diversifié et une équipe remarquable pour cette table ronde. Je commence avec ce collègue qui travaille avec un think tank qui est basé au Cameroun. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites en tant que think tank et ce que vous considérez comme étant une recommandation importante sur la base de votre travail pour que nous puissions prendre les mesures qui s'imposent? Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aimerais reconnaître et saluer les excellences qui ont pris la parole avant moi, notamment la secrétaire exécutive de la CBF que je vois pour la toute première fois. Bonjour à vous. Alors, revenons à la question posée par rapport à la ZLECAF. On a parlé beaucoup des avantages à tirer de la ZLECAF. Ou les avantages auxquels on s'attend. Mais j'aimerais ramener tout le monde un peu en arrière et parler de l'établissement de la ZLECAF. Je suis très fasciné par l'allure qu'a pris cet accord en termes de progression. J'aimerais faire référence à une étude effectuée par la CBF en 2015, il y a quelques années. Le rapport avait comme titre
les traités, conventions et accords de l'Union africaine depuis 1963 jusqu'à 2013. Le rapport a clairement indiqué que en date d'août 2023, un grand nombre de traités auront été signés par l'Union africaine, mais seulement 25 avaient été ratifiés. Donc, moins de 60% de ratification sur 51 ans. Donc, en moyenne, une fois tous les 2 ans. Alors, quand il s'agit de la ZLECAf, ça s'est passé très vite. Et je sais que les dirigeants africains sont souvent indexés du doigt pour leur manque de volonté politique. Mais dans ce cas, il y a un vrai exemple de volonté politique. Je ne vais pas revenir au processus, mais nous savons tous que ça a été adopté en 2018. Une année plus tard, c'est entré en vigueur et ça c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé sur le terrain? Parce que ça, c'est une des choses que nous faisons au niveau de l'Institut CAFU que je représente. Je ne vais pas m'apaisantir là-dessus, mais je vais plutôt vous parler de certains des projets qu'on a jusque-là mis en œuvre. Actuellement, on est en train de mettre en œuvre différents projets grâce à l'appui financier des bailleurs de fonds. Et il y a notamment différentes fondations, un réseau et Open Society Foundation de nos bailleurs de fonds. Et nous espérons également que la CBF, qui est ici avec nous, nous espérons que nous aurons l'occasion de travailler en partenariat avec vous et pour que nous puissions mettre en œuvre ces projets. On a travaillé sur les droits économiques des femmes au Cameroun. Nous avons travaillé sur la prospérité économique pour les jeunes et la redevabilité, la sécurité et la gouvernance intégrée dans la région de la CEAC. Et il y a un autre point que je vais laisser au Dr Denis pour qu'il puisse présenter et parler de ce projet. L'objectif n'est pas de parler des projets qu'on est en train de mettre en œuvre, mais aussi on veut mettre en évidence le rôle qu'un think tank peut jouer dans la mise en œuvre de l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf. Nous avons mené plusieurs études en matière de libre-échange entre le Cameroun et le Nigeria. Les conclusions de ces études ont produit pas mal de recommandations et je vais vous référer à ces études sur notre site web. Et au niveau de notre institut, nous reconnaissons que les institutions de recherche en matière de politique jouent un rôle important pour encourager la redevabilité liée aux politiques, la promotion des droits humains, qui sont une composante importante pour une société ouverte et aussi pour veiller à ce que chaque citoyen ait une voix. Malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que certains think tanks, surtout dans la région de la CEAC, restent faibles. Alors, pour qu'il y ait un progrès important dans la région de la CEAC, ce qu'il nous faut, c'est de relever le profil des think tanks, des groupes de réflexion, et c'est ce qu'on est en train de faire par le biais de notre projet renforcement de la sécurité et gouvernance intégrée au profit des femmes. Et grâce à ce projet, nous allons travailler en partenariat avec un consortium de groupes de réflexion dans la région de la CEAC pour tout d'abord renforcer leur capacité à influencer les politiques au niveau local, régional, mais aussi au niveau continental. Mais deuxièmement, il s'agit de renforcer la capacité des chercheurs, surtout les chercheuses,
mais aussi les dirigeants et les leaders pour qu'ils puissent produire des recherches de haute qualité, mais aussi nous comptons élargir la visibilité et la portée des groupes de réflexion sur le continent et au niveau mondial. Nous avons commencé à envoyer des lettres aux groupes de réflexion de la CAC qu'on avait identifiés et j'aimerais saisir cette occasion pour inviter ceux qui n'ont pas encore rejoint notre initiative de le faire pour que nous puissions lancer des activités avec eux au plus tôt que possible. Je saisis cette occasion également de faire appel aux différents partenaires de nous rejoindre pour pouvoir mettre en œuvre ce projet qui est important. Et comme la plupart des pays de la région de la CAC ont comme langue officielle le français, permettez-moi de dire ceci en français également. De cette plateforme pour inviter les think tanks à nous rejoindre dans cette activité que nous voulons mener pour porter haut la voix des think tanks dans la mise en œuvre, l'accélération de la mise en œuvre de la ZLCAF. I'll have to come back to you. Allow me more time. Thank you. Thank you. Thank you very much, Robert. Really appreciate it. I think you went far even into really telling us what think tank could do to support the implementation of the AFCFTA. Je vous remercie de votre intervention qui nous a montré comment vous appuyez la mise en œuvre de la ZLCAF. La ZLCAF est avec nous et les différents partenaires peuvent s'appuyer sur les ressources offertes par les think tanks ici présents. J'aimerais passer la parole à Joseph Matola qui représente SAIA. SAIA, c'est le premier groupe de réflexion établi en Afrique. Joseph, ma question concerne SAIA. Tout d'abord, quel travail est-ce que vous faites pour appuyer la mise en œuvre de la ZLCAF? Vous faites beaucoup de recherches. Alors, qu'est-ce que vous faites actuellement et est-ce que pourriez-vous nous dire comment vous appuyez, comment vous pourriez appuyer la mise en œuvre de la ZLCAF? Joseph, vous avez la parole. Je vous remercie, Barroso. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très clairement. Oui, je pense que le professeur Robert Nanchang a en quelque sorte mentionné ce qu'on fait en tant que think tank ou groupe de réflexion. Il s'agit généralement de mener des activités dédiées à produire des connaissances. Donc, il s'agit de mener des recherches sur différentes thématiques liées à la ZLCAF, ainsi que le rôle que elle joue dans différentes dimensions de la vie, notamment le rôle que la ZLCAF va jouer en ce qui concerne l'inclusion socio-économique, notamment l'inclusion des femmes et des jeunes. Par rapport à cela, nous avons également des projets et nous avons un projet qui est actuellement financé par SIDA et par rapport ou dans le contexte de ce projet, nous produisons différents produits de recherche, mais je vais m'appesantir sur les produits liés à la thématique qui est la nôtre aujourd'hui. Nous avons produit des papiers sur la ZLCAF et la manière dont elle peut jouer, elle peut propulser vers l'avant l'inclusion numérique. Donc, nous avons constaté que la ZLCAF est un outil qui permettra d'élargir les infrastructures numériques et à cet égard réduire la fracture numérique sur le continent. Mais aussi la ZLCAF peut aider à faciliter la coopération entre les gouvernements nationaux et les organisations internationales à produire des réglementations
robuste qui n'entrave pas l'accès aux services informatiques ainsi que à d'autres installations numériques. Donc, c'est quelque chose que la ZLECAf peut aider à faire, notamment à réduire la fracture numérique. Mais aussi, nous avons besoin de la numérisation pour tirer meilleur parti des fruits offerts par la ZLECAf. Mais aussi, je vais partager avec vous certains des documents qu'on a produits. On s'est penché également sur le rôle du commerce électronique et de l'économie numérique comme moteur principaux de la concrétisation des objectifs visés dans le contexte de la ZLECAf. On a également vu comment la ZLECAf peut aider à promouvoir le commerce transfrontalier informel. Et évidemment, ceci est en cours, mais on a réalisé que la plupart des commerçants informels qui fonctionnent sur une base transfrontalière sont des femmes. Si on fasse de sorte que la ZLECAf puisse faciliter le commerce transfrontalier, ça va améliorer le bien-être économique des femmes et ça va aider à réduire l'inégalité qui existe déjà. En ce qui concerne la numérisation dont je parlais, ce qu'on dit ici, c'est que comme l'Afrique a une population si jeune, la ZLECAf peut aider notre jeunesse à être inclus davantage dans nos économies. Évidemment, ceci est du côté de la génération, de la production plutôt des connaissances. Et en tant que think tank ou groupe de réflexion, nous penchons davantage sur les aspects liés aux politiques. Nous produisons des documents de synthèse pour l'orientation des décideurs en matière de politique et notre recherche vise les décideurs en matière de politique. Mais à part cela, en plus de la production de connaissances, nous assurons la promotion de recommandations de politique générale que nous élaborons. Nous essayons de promouvoir une plus grande participation à la vie politique. Des webinaires comme celui d'aujourd'hui sont organisés. Nous essayons d'y participer pour faciliter le dialogue. Nous avons fait du renforcement de capacité s'agissant du mécanisme d'examen par les pairs, mécanisme africain d'examen par les pairs, pour voir comment les pays africains peuvent s'épauler mutuellement grâce à des vérifications afin qu'il y ait une bonne mise en œuvre des accords, que ce soit des accords commerciaux ou des accords sur d'autres aspects économiques. Joseph? Oui, ce sont là des observations importantes. J'aimerais revenir sur les mesures concrètes. Si vous me le permettez, j'aimerais donner la parole à l'intervenant suivant, c'est Madame Chérine El Saïd, qui est conseillère à la mission permanente de l'Égypte auprès de l'ONU. Elle est coordonnatrice du groupe d'experts africains de la deuxième commission. Madame Chérine El Saïd, êtes-vous présente? Oui. Pourriez-vous nous indiquer brièvement quelle est l'action du groupe d'experts africains de la deuxième commission? Que fait ce groupe pour appuyer la mise en œuvre de cette initiative très importante qu'est la zone de libre-échange continentale africaine? Vous avez un groupe très dynamique à New York. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire une brève intervention? Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Bonjour, bon après-midi, tout protocole étant respecté. Tout d'abord, je vous remercie de me donner la possibilité de vous présenter quelques idées et réflexions sur ce sujet très important. Nous considérons que la promotion de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine touche pratiquement toutes les questions, toutes les procédures en deuxième commission d'une façon ou d'une autre.
Nous avons eu des discussions en deuxième commission qui s'occupe des questions financières et économiques. Les nations représentant les pays en développement, y compris les pays africains, représentent un groupe très dynamique au sein de la deuxième commission. Les délégations font de leur mieux pour privilégier les priorités du continent africain pour les résolutions et autres processus en deuxième commission. Nous considérons que pour faire avancer notre travail pour la zone de libre-échange continentale africaine, nous devons favoriser l'action nationale, régionale et continentale dans de nombreux domaines. Nos discussions ici sont axées à New York sur les dimensions nationales et internationales, alors que le cadre régional, le contexte régional, c'est plutôt discuté à Addis Abeba. Par exemple, nous discutons la façon dont la coopération internationale et les efforts nationaux peuvent améliorer les capacités productives avec une amélioration du commerce et des communications, les infrastructures y relatives, le renforcement des capacités de négociation, la préservation des ressources nationales, la participation des pays au commerce international, le renforcement de la résilience par rapport aux chocs externes, l'intégration dans les chaînes de valeur mondiale, la coopération sud-sud, le renforcement des institutions financières, la réforme des cadres réglementaires et juridiques. La liste est très longue des questions que nous examinons en deuxième commission. Tous ces aspects permettent de rendre opérationnelle la zone de libre-échange. Cela a déjà été dit par M. Mamadou. La signature de l'accord ne suffit pas. Du travail doit être fait au niveau national, y compris le renforcement des capacités et les réformes politiques et réglementaires. Ça, c'est un aspect sur lequel on essaie de se concentrer, comment promouvoir la coopération nationale et internationale pour atteindre ces objectifs. On ne participe pas directement aux négociations concernant la zone de libre-échange continentale, mais nous avons une action collective dans de nombreux domaines pertinents pour la zone. Et nous essayons de libérer ce potentiel. Nous pensons que la promotion de la coopération internationale est cruciale. Comme les crises l'ont indiqué, ces crises ont exposé les limites du système actuel de coopération internationale et ça a suscité des doutes concernant la détermination commune de la communauté internationale que pour ce qui est de travailler ensemble face aux crises. Et il s'agit d'assurer le bien commun pour tous les pays. Ça a été évident pendant la pandémie, par exemple. Et donc, nous essayons constamment d'améliorer la coopération internationale, par exemple pour les transports durables, l'industrialisation, le développement du capital humain et formation aux nouvelles compétences, notamment pour les femmes et les jeunes. Tout cela peut accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et nos collègues en troisième commission s'occupent des affaires sociales, humanitaires et culturelles. Nos collègues jouent un rôle très important aussi en troisième commission pour aborder notamment la question de l'autonomisation des femmes et des jeunes et promouvoir leur rôle. Et cela vient enrichir le travail de la deuxième commission sur les affaires économiques et financières. Il y a un autre programme où nous avons un engagement actif en tant que groupe africain et cela a un grand potentiel pour favoriser le développement durable sur les continents africains de façon générale. Et cela permet de favoriser la zone de libre-échange continentale africaine. C'est les questions concernant les pays les moins avancés, les PMA. Il y a de grandes difficultés qu'affrontent les PMA. C'est très important pour le groupe africain ici à New York. 33 sur 46 des PMA se trouvent sur le continent africain. Et donc, nous essayons de travailler d'arrache-pied sur le programme pour les PMA, les pays les moins avancés, pour aider les pays qui sortent de la liste des PMA, aider les pays à surmonter les vulnérabilités spécifiques aux PMA. Récemment, le groupe a participé aux préparatifs pour la conférence sur les PMA qui vient d'avoir lieu à Doha, conférence pour les pays les moins avancés. Notre groupe a participé activement aux négociations concernant le programme d'action de Doha qui a été adopté l'année dernière. Pour toutes ces questions, il y a des efforts collectifs qui viennent enrichir la mise en œuvre de la zone de libre-échange, même si ce n'est pas directement lié aux négociations sur la zone de libre-échange elle-même. Nous travaillons aussi sur le fait de mentionner explicitement la zone de libre-échange dans plusieurs résolutions pertinentes de l'Assemblée générale. Nous en avons eu pour la session en cours, y compris la résolution sur le commerce international et le développement. Nous avons indiqué que les accords commerciaux bilatéraux et régionaux et internationaux viennent compléter le système commercial mondial. Nous avons mis l'accent à cette
occasion sur la zone de libre-échange continentale africaine. Autre exemple, c'était dans la résolution qui mentionnait les progrès sur la mise en œuvre de l'appui international en faveur du NEPAD, le programme pour le développement de l'Afrique. On a mentionné les progrès réalisés. Il faut veiller à ce que la libre circulation des personnes, des biens et des services en Afrique soit assurée. La zone de libre-échange a été mentionnée dans cette résolution-là également. Je suis fermement convaincu que le groupe africain à New York peut tirer parti du travail et des compétences d'experts des cellules de réflexion africaines et des institutions africaines. J'ai beaucoup appris aujourd'hui et je pense qu'il faudrait davantage d'interactions de ce type. Cela pourrait aider le groupe africain à mieux se concentrer sur les mesures à prendre. Les cellules de réflexion et les institutions africaines peuvent nous aider à recenser les différentes possibilités, repérer les défis et difficultés concernant la pleine mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et cela aidera les différentes parties prenantes. On pourra mieux se concentrer sur les questions qui doivent être prioritaires. À New York, on pourrait certainement tirer parti de tels échanges. Nous insistons sur les domaines qui peuvent profiter aux efforts collectifs, mais on ne peut pas nécessairement recenser tous les domaines et donc de tels échanges sont très importants pour promouvoir notre travail et l'améliorer. Et nous aimerions avoir des réunions d'information plus détaillées avec les représentants de l'Afrique ici à New York, et de meilleurs échanges avec les cellules de réflexion et institutions africaines, avec des échanges plus approfondis. Ce serait très bénéfique. Je m'en tiens là car je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci, monsieur l'animateur. Chérine, merci beaucoup. Je vous remercie vivement. Vous avez mentionné de nombreuses questions concernant l'action du groupe d'experts africains de la deuxième commission. Et pour ce qui est des cellules de réflexion africaines, elles peuvent vous aider en tant que groupe d'experts de la deuxième commission pour que vous puissiez mieux comprendre les situations. Et donc, il faudrait davantage d'échanges d'informations. Robert prend des notes à ce sujet d'ailleurs. On va parler des PME, on va parler aussi des jeunes. Tout d'abord, Madhvi Muthu, qui est PDG de TIA B Products Limited, présidente directrice générale. Les PME comme la vôtre, est-ce qu'elles ont déjà tiré parti de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine? Merci, Parassou. Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de me donner l'occasion de vous parler de notre expérience en tant que PME. J'aimerais vous donner des informations de contexte sur notre entreprise. Nous sommes une entreprise qui se spécialise dans la commercialisation de produits élaborés par les abeilles dans les pays africains. Nous avons du commerce avec le Royaume-Uni, l'Union européenne et l'Afrique. Nous sommes une toute petite PME. En Afrique, nous avons des échanges avec la Tanzanie et le Kenya. Et entre le Kenya et Maurice, pour ce qui est des échanges commerciaux, je vous le dirai franchement, si vous avez des documents pour la circulation de biens d'un point A à un point B, si on a les documents appropriés, en général, ça se passe sans heures. Et pour ce qui est de la zone de libre-échange continentale africaine, elle a pu favoriser les choses, ou alors il y avait des accords commerciaux antérieurs, par exemple la communauté de l'Afrique de l'Est, cela facilite la circulation des biens. En tant que bénéficiaire, on ne nous a guère parlé des changements qui peuvent intervenir. Souvent, il n'y a pas assez d'informations qui nous soient communiquées très clairement. Toutefois, nous souhaitons en faire plus, nous avons essayé d'en faire plus, mais nous nous heurtons à de nombreuses difficultés sur le terrain. Pas toujours des obstacles tarifaires, d'ailleurs. Le plus grand défi, c'est avoir les bons documents, les documents appropriés pour transférer les biens par-delà les frontières. En fonction des produits, il faut parfois un permis d'importation ou permis d'exportation. Et avec notre entreprise, nous avons du commerce avec le miel et la cire produite par les abeilles. Ainsi, nous avons besoin de normes de base pour le commerce transfrontalier. Et dans la pratique, ça veut dire qu'il faut des services vétérinaires, il faut procéder à des inspections, nous devons veiller à avoir les bons entrepôts, les entrepôts qui soient aux normes. Et donc, toutes ces mesures nécessitent des demandes, des documents, il y a beaucoup de bureaucratie. Il y a des représentants
qui n'examinent pas suffisamment les documents, qui érigent des obstacles, qui parfois demandent des pots de vin. Dans certains pays, pour avoir un permis d'importation, il faut 3 ans pour avoir un permis d'importation. Il y a donc beaucoup de tracasseries bureaucratiques. Nous travaillons sur une autre demande de permis d'exportation. On a présenté la demande il y a 8 mois, on attend encore la réponse. Et ça, c'est un problème récurrent auquel nous nous heurtons, les retards bureaucratiques. Deuxième difficulté à laquelle on se heurte sur le terrain, c'est la logistique et les transports. Là, je vais me concentrer davantage sur les transports maritimes, car je m'occupe de beaucoup de commerce entre le Kenya et l'île Maurice. Et lorsqu'on est une petite entreprise, c'est extrêmement cher et souvent ce n'est pas à la portée des PME, car c'est très onéreux. Et nous souhaitons payer pour le volume qu'occupent nos produits, mais les grandes entreprises logistiques ne satisfont pas les PME, elles veulent des volumes considérables, ça veut dire au moins un conteneur de 20 pieds. En dollars, ça va de 80 000 $ à 300 000 $ de valeur pour un tel conteneur en fonction du produit qu'on expédie. Pour d'autres sociétés, il peut y avoir différentes considérations, mais pour une PME, nous ne pouvons pas nous permettre cela. Ce n'est pas un point de départ pour nous. Nous n'avons pas ce genre de liquidité. Et au départ, très peu de banques souhaitent fournir des garanties pour de tels échanges commerciaux. Notre solution, généralement, c'est de passer par un intermédiaire. C'est des sociétés qui regroupent les commandes et en faveur d'une seule destination. Mais il y a des tarifs exorbitants qu'il faut payer et souvent il y a des pratiques non éthiques par ces intermédiaires. J'avais un produit à transporter du Kenya à Maurice. Cela a pris 2 mois. C'était 1 000 $ par mètre cube. Et c'est extrêmement onéreux. Il n'y a pas d'itinéraire direct. On pourrait passer du Kenya à Singapour avant d'atteindre Maurice. Quand on prend une carte du monde, on voit que c'est absurde, mais il n'y avait pas d'autre solution. Si on fait commerce de biens qui ont une longévité limitée, ça fait 2 mois de longévité qui sont occupés par le transport et donc ça coûte de l'argent. Et au point d'arriver à Maurice, la société a refusé de libérer ma marchandise à moins que je ne paye un montant supplémentaire. Donc en tant que PME, voilà les difficultés auxquelles je me heurte. Et lorsqu'on ne peut pas se permettre d'acheter, d'expédier un conteneur rempli entièrement. You are calling for action. I mean, so that really all those could actually be tackled. So partners are here. The AFCFTA secretary. Vous avez demandé que des mesures soient prises pour qu'on puisse essayer de résoudre ces problèmes. Des notes sont en train d'être prises par les intervenants. On est censé achever le webinaire à cette heure-ci, mais j'aimerais pouvoir donner la parole à Amandla. That have been mentioned, it has been taken into account by protocol. Are you there? Yes, I'm here. Oui, je suis là. Oui. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de la ZLECAf? Je vous remercie à la CBF de m'accorder l'occasion et de cette plateforme. Je m'appelle Abanza. Je suis basé à Harare, au Zimbabwe. Je suis jeune agripreneur. Je produis des produits horticoles. Je n'ai pas encore commencé à exporter, mais j'attends avec grande anticipation la mise en œuvre de la ZLECAf pour pouvoir tirer meilleure partie de cette possibilité. Je suis membre de l'équipe focale et champion jeune pour l'agenda 2063. Les jeunes et les femmes en Afrique sont très importants. On ne peut pas mettre en œuvre la ZLECAf de plusieurs manières sans eux. Donc la ZLECAf
permettra de réaliser la libre circulation des marchandises. Pour nos commerçants, ça attirera des investissements vers l'Afrique, mais aussi il faut considérer que l'Afrique a été frappée de plein fouet par la COVID-19 et l'activité commerciale et économique a chuté. Donc la ZLECAf pourrait marquer un changement et marquer le développement. Donc, par rapport à cela, nous voulons signaler qu'on a des réserves par rapport à la catégorisation des jeunes et des femmes en une catégorie, parce que nous sommes confrontés à différents problèmes en tant que femmes et en tant que jeunes, notamment en ce qui concerne les négociations des protocoles liés aux femmes et aux jeunes dans le contexte de la ZLECAf. Toutefois, nous applaudissons le fait qu'il y ait des échanges entre les femmes impliquées dans le commerce et les jeunes impliqués dans le commerce. Et le problème de l'identification des femmes qui sont impliquées dans le commerce transfrontalier, les femmes dans le commerce, ainsi que les femmes, comme étant des femmes qui sont dans le secteur informel, c'est quelque chose qui nécessite une analyse approfondie. Et notamment l'idée de voir comment est-ce qu'on peut être pris au sérieux en tant que femme et en tant que jeune en Afrique, en tant que femme qui ont des PME, en tant que femmes dans l'agriculture, pour que nous puissions contribuer à la réalisation des objectifs de la ZLECAf. Toutefois, nous avons des défis auxquels nous avons été confrontés, notamment le manque de prise de conscience, le manque de renforcement des capacités, le manque d'accès au financement pour financer nos exportations ou nos activités commerciales d'exportation et d'information. Toutefois, la mise en œuvre de la ZLECAf donnera lieu à des possibilités, des opportunités qui aideront à développer ce secteur informel. On trouve que les femmes et les jeunes occupent une position dominante dans cet espace. Merci beaucoup, Amandla. Je vois que professeur Kofi Tessi a levé la main. Toutefois, le temps le fait défaut et aussi M. Monati, vous aurez 1 minute si vous avez des questions ou des apports. Prof Kofi. Prof Kofi, votre micro était en sourdine. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette plateforme, mesdames et messieurs. J'aimerais partager avec vous très rapidement le fait que mon centre, vers la fin de 2021, a été impliqué dans une évaluation continentale effectuée par l'AFAO sur le continent. L'idée était d'examiner toutes les contraintes, opportunités qui sont liées au commerce. Et l'idée est d'examiner la situation dans les pays enclavés, parce que les pays enclavés sont souvent obligeants des défis particuliers en ce qui concerne le commerce. Donc, ils ont examiné cela, ils ont examiné les réglementations et les politiques. Et ils ont également examiné les contraintes, opportunités, priorités en matière d'action en matière de politique. La FAO a examiné cela et ça existe. Peut-être qu'il faut regarder cela de près. Si vous voulez des informations sur cela, je peux vous donner le contact de la personne responsable de cela. Et c'est une chose
à mon avis, qu'il faut faire davantage. Il y a il y a une description des problèmes, des recommandations, et je tenais à partager avec vous ce point d'information. Merci beaucoup, prof. S'il y a un lien à cela, veuillez partager dans la plateforme. Oui, je ne sais pas comment on le fait, mais je ne parviens pas à me connecter. J'ai essayé de vous l'envoyer, mais ça ne passe pas. Nous allons entrer vous pouvez nous l'envoyer, professeur. Oui, Lorna, dans une minute, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, en vos titres et honneurs. J'ai une question et un commentaire. La question est adressée à Antonio du secrétariat de la ZLECAf. Il a parlé des protocoles qu'ils ont élaborés et j'aimerais savoir si ils ont également élaboré un cadre pour le rapportage, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la ZLECAf, parce que ça, c'est un des défis principaux qui fait qu'il y ait une adoption et mise en œuvre au niveau des pays. Et je travaille avec le réseau travaillant sur l'adoption des politiques basées sur les preuves probantes et nous pensons qu'il est important d'identifier les besoins et les lacunes en termes de capacité des différents acteurs au niveau local. C'est bien que la CBF ait commencé à faire cela, mais ce qui est important, c'est qu'il faut se pencher sur le rôle des organisations qui appuient les entreprises. Et il faut également renforcer les capacités des entreprises le long de différentes filières, mais aussi améliorer la coordination et l'organisation de ces différentes parties prenantes clés, y compris les organisations d'appui aux entreprises. Donc, c'est important de veiller à ce qu'il y ait des services d'information pour appuyer les entreprises et les autres acteurs clés pour renforcer la mise en œuvre de la ZLECAf. J'aimerais passer la parole à Gilberto et Hussein. Je vous remettrai le micro après Gilberto. Merci. Je ne sais pas si c'est bien d'avoir pu permettre aux participants de partager leur point de vue et d'avoir cette séance interactive pour que nous puissions échanger sur ce qui se passe. Pour le secrétariat, c'est une très très bonne occasion. J'aimerais commencer avec l'observation très intéressante d'Amandla. J'ai pris bonne note. Et à titre de précision, j'aimerais dire deux choses. Tout d'abord, il y a un manque de connaissances. Nous savons qu'il faut faire davantage en ce qui concerne notre programme de sensibilisation. Nous avons au niveau du cabinet du secrétaire général quelqu'un qui est à son niveau dont la tâche est de se pencher sur l'implication du secteur privé. Nous voulons faire de sorte que toutes les chambres de commerce et institutions liées au secteur privé soient impliquées pour qu'ils sachent ce qu'on est en train de faire et surtout pour qu'ils sachent quelles sont les opportunités qu'on est en train de créer avec la ZLECAf. Il faut faire plus. Nous sommes bien au courant de cela et nous essayons, parce qu'on ne peut pas tout faire, et nous essayons de faire de sorte que différentes institutions soient impliquées pour que cet exercice soit plus efficace. Par exemple, en ayant un protocole d'accord avec le Centre international du commerce, le CIT, qui a un programme dans ce domaine. Je ne sais pas si vous le savez. Deuxièmement,
il s'agit du protocole sur les jeunes et les femmes. Les femmes et les jeunes sont ensemble, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir des dispositions juridiques pour les deux. En même temps, certains États membres estiment qu'on peut avoir des dispositions spécifiques liées aux femmes et des dispositions spécifiques qui sont relatives aux jeunes. Et aussi, par rapport à cela, il est important que, ou plutôt nous avons décidé que la conférence des jeunes et des femmes qu'on a organisée la semaine dernière en Tanzanie doit être tenue chaque année parce que c'est une très bonne occasion de vous écouter, d'écouter aux femmes sur le terrain pour cerner les défis qui sont les vôtres. Et aussi, le protocole ne devrait pas tout simplement être basé sur les politiques internes qui sont basées sur cela, mais aussi sur ce qui se passe sur le terrain. Concernant la question de Dodal, c'est une question très importante. Quand il s'agit de suivi et évaluation, du niveau de mise en œuvre de la ZLECAF au niveau des États membres, nous avons signé un protocole d'accord avec le mécanisme africain d'évaluation par les pairs et ils vont ajouter à leur exercice actuel des dimensions liées à la ZLECAF. Et aussi en interne, on essaie d'organiser la manière dont on pourra avoir une division ou un département qui se penchera sur l'évaluation de l'état de mise en œuvre. Mais ce que nous voulons faire ne sera pas similaire à ce que font les autres institutions, c'est-à-dire indexer du doigt les uns et les autres. Nous voulons pouvoir identifier les défis, identifier le niveau de mise en œuvre, mais aussi proposer des solutions mais aussi essayer d'identifier les partenaires qui pourraient appuyer ces pays parce que le point de vue qu'on aura n'est pas qu'un point de vue. Nous avons reçu le retour d'informations de la part du secteur privé, des chefs d'État, de différentes institutions. Nous voulons réussir. Et s'agissant des questions liées à la mise en œuvre, ce n'est pas seulement une question de volonté politique, ce sont les défis et difficultés qu'il faut surmonter au niveau des États membres. Nous pouvons les recenser, nous pouvons aider les États membres, pas seulement désigner les coupables, dire tel État membre ne met pas pleinement en œuvre la zone de libre-échange continentale africaine. Merci beaucoup, Joseph. J'aimerais qu'on ait plus de temps pour rentrer dans les détails, mais c'est le premier webinaire qu'on organise sur ce sujet. On pourra en organiser d'autres. Je remercie tous les membres de la table ronde, Robert, Joseph, Chérine, Madvi et Amandla. Je les remercie de leur générosité. Ils nous ont fait part de leurs expériences. L'élément clé, c'est que la zone de libre-échange a connu un très bon démarrage. Lorsque des gens comme Robert disent que c'est formidable, ça veut dire que nous devons nous féliciter de l'aspect opérationnel de la zone de libre-échange. Mais les gens sur le terrain, Madville, la représentante des jeunes, on nous a dit qu'il y a encore des difficultés et il faut accorder de l'attention à ces détails. La mise en œuvre doit se faire de façon très concrète. C'est le message que nous envoyons. Et maintenant, pour ce qui est des messages clés, les messages essentiels concernant les étapes suivantes, notamment, j'aimerais donner la parole à Hussein, qui va faire un résumé du webinaire et qui va nous parler de la suite des événements. Je vous remercie beaucoup les participants à la table ronde. Merci beaucoup, Barassou, d'avoir très bien animé le webinaire d'aujourd'hui. Je remercie tous les orateurs, tous les intervenants. Merci d'avoir présenté des informations très précieuses. Des messages très importants ont été présentés et émanent de ce webinaire. En Afrique, il y aura d'autres
d'autres discussions, notamment au mois de mai. Nous allons rédiger un rapport très complet et détaillé qui va comprendre toutes les idées, toutes les recommandations qui ont été présentées par les orateurs et les intervenants, membres de la table ronde. J'ai essayé de saisir quelques points saillants, quelques messages essentiels qui ont émané des discussions d'aujourd'hui. Et donc, je vais essayer de résumer quelques messages essentiels, sachant qu'il y aura un rapport complet qui sera distribué aux participants au cours des prochains jours. Tout d'abord, la zone de libre-échange continentale africaine change la donne pour ce qui est de la trajectoire de l'Afrique. Cela repose sur le potentiel du commerce intra-africain, un potentiel immense, c'est un catalyseur clé pour avoir un développement inclusif, résilient, durable, pour avoir un avenir durable pour le continent africain. La zone correspond à une conviction et une ambition. Ça correspond aux ambitions de l'Afrique en matière de développement. La zone de libre-échange concerne les biens, les services. Il y a un organisme de règlement des différends et en plus, il y a de nouveaux domaines qui sont inclus, les investissements, les droits de propriété intellectuelle, les politiques concernant la concurrence, le commerce numérique et les femmes et les jeunes qui participent au commerce. La mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine apportera des avantages transformateurs socio-économiques et cela favorisera la résilience des économies africaines par rapport aux chocs externes. Le marché unique intégré africain créé par la zone de libre-échange et la libre circulation des biens et des services représentent des possibilités immenses pour promouvoir des économies d'échelle et les chaînes de valeur régionales. Cela aidera à créer un environnement propice pour l'industrialisation durable et pour l'esprit d'entreprise également qui pourra s'épanouir. Cela va favoriser la prospérité. Des progrès notables ont déjà été réalisés, notamment pour la mise en œuvre de l'accord portant création de la zone de libre-échange, comme Gilberto nous l'a dit aujourd'hui, y compris pour les règles d'origine et les concessions, les engagements. Des progrès sont faits également pour les questions de la deuxième étape, y compris les protocoles sur les investissements, les politiques de concurrence, les droits de propriété intellectuelle, le commerce numérique et les femmes et les jeunes qui participent au commerce. La réalisation de l'impact transformateur prévu pour la zone de libre-échange fait qu'il faut que ce soit favorable aux femmes et aux jeunes en Afrique. Il faut améliorer les cadres réglementaires pour lutter contre les goulets d'étranglement et pour favoriser la participation économique, notamment au commerce intra-africain. Les orateurs et les intervenants ont dit que les femmes représentent presque 70% du commerce transfrontalier informel entre pays africains. Les femmes représentent plus de la moitié des dirigeantes de MPME qui appartiennent aux femmes, qui sont dirigées par des femmes. La zone de libre-échange va apporter des contributions notables à l'égalité des genres et à la participation économique des femmes. Les jeunes africains, c'est l'atout le plus important du continent africain. Les jeunes, ça a été souligné par plusieurs orateurs pendant les discussions d'aujourd'hui. Les jeunes sont le moteur de l'innovation et de l'esprit d'entreprise dans tout le continent. Et le rôle des jeunes est vital pour la promotion du commerce, notamment le commerce numérique. Et plusieurs orateurs, y compris M. Bitey, nous ont dit que le commerce numérique ne cesse d'augmenter. Ça va représenter plus de 70% des transactions s'agissant du commerce international pour l'avenir. On a mis l'accent sur les politiques ciblées visant l'autonomisation et le renforcement des compétences des femmes et des jeunes, et aussi pour augmenter les investissements dans le capital humain et le développement des compétences et aptitudes, c'est crucial pour exploiter les dividendes démographiques en Afrique. Il est important d'investir dans le développement des infrastructures. Cela a été souligné par Fatima Kiari et il faut renforcer les capacités institutionnelles et humaines en Afrique pour mettre en œuvre des politiques commerciales solides afin que les politiques commerciales soutiennent la croissance économique largement partagée. Les orateurs ont souligné la nécessité de s'attaquer aux obstacles, notamment pour la participation économique des femmes et des jeunes.
Et il faut accorder suffisamment d'attention à la création d'emplois, la promotion de l'accès au marché, les aspects financiers, les aspects technologiques et aussi favoriser l'entrée des économies africaines dans le secteur formel. Il faut des politiques publiques ciblées dans le domaine d'une meilleure répartition des revenus. C'est un élément qui a été souligné. Il faut améliorer la répartition des revenus, avec notamment la mise en œuvre de la zone de libre-échange. C'est un élément clé pour que l'accord produise des avantages, des résultats pour les femmes. Le paysage économique africain, le paysage des entreprises comprend surtout des MPME, y compris entreprises appartenant à des femmes ou des jeunes. Et plusieurs messages ont été présentés par les intervenants, notamment Chérine, le professeur Robert et l'Institut sud-africain, ainsi que les représentants du secteur privé et des jeunes qui ont dit qu'il faut assurer l'inclusion des PME et il faut surmonter les difficultés qui empêchent la pleine participation des PME, qui empêchent les PME d'exploiter les avantages de la zone de libre-échange. On a souligné qu'il est important de maximiser les avantages de la zone de libre-échange pour les petites et moyennes entreprises et il faut donc des politiques pour faciliter le commerce et simplifier les procédures, les rationaliser. Il faut faciliter l'accès des PME au marché, aux moyens financiers, aux technologies. C'est crucial pour assurer la croissance inclusive et le développement durable. Et nous avons besoin de fournir des liquidités et des garanties pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Enfin, il a été souligné par pratiquement tous les orateurs qu'il faut assurer la conclusion réussie des négociations, des aspects qui relèvent de la phase 2, y compris le protocole sur les femmes, les jeunes et le commerce dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Je vous remercie beaucoup et je vous rends la parole, Barassou, et je remercie tous les orateurs, tous les intervenants de leurs perspectives précieuses et d'avoir présenté leurs données d'expérience. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Hussein. Nous touchons à la fin du webinaire. Je remercie tous les intervenants. J'aurais voulu donner le dernier mot au secrétaire exécutif, mais le temps est insuffisant. Nous avons débordé de plus de 20 minutes par rapport au temps prévu pour le webinaire, mais il y aura d'autres réunions qui seront organisées. Vous pouvez examiner les informations sur les sites web. Je vous remercie de nous avoir fait part de vos expériences, votre sagesse. Merci à tous les participants et bonne fin de journée à tous et à toutes.